Il y a 5000 ans, dans ce qui est aujourd'hui la Lettonie, un jeune homme dans la force de l'âge, entre 20 et 30 ans, rendait son dernier souffle. Il ne portait aucune blessure visible et n'était ni affamé ni déshydraté. À des centaines de kilomètres de là, en Suède actuelle, une femme du même âge, en apparente bonne santé, vivait les mêmes tourments, ses derniers instants marqués par une agonie inexplicable. Ces deux inconnus, séparés par de vastes distances, partageaient un destin commun. Terrassés par un tueur invisible, Yersinia pestis, une bactérie à gram négatif responsable de la peste. Cette même maladie a plus tard déchaîné des horreurs comme la peste noire et la peste de Justinien, des pandémies qui ont peut-être fait des centaines de millions de victimes. Aujourd'hui, les chercheurs pensent que ce pathogène ancien a alimenté une peste dévastatrice qui a contribué au déclin néolithique, un effondrement mystérieux des populations eurasiennes qui a remodelé les premières civilisations. Depuis des décennies, les scientifiques savent que Yersinia pestis est un pathogène ancien, avec des preuves ADN retraçant son émergence entre 7000 et 6000 ans. Il a probablement évolué à partir de Yersinia pseudotuberculosis, une bactérie moins mortelle. Initialement, les chercheurs supposaient que Yersinia pestis était resté dormant pendant des millénaires, ne causant de ravages qu'à l'époque médiévale. Cette vision a radicalement changé lorsque les archéologues ont commencé à découvrir des restes néolithiques infectés par la peste. Des dizaines de squelettes, dont les dents et les crânes conservaient des traces d'ADN de Yersinia pestis, ont révélé que la bactérie circulait dans leur sang, causant probablement leur mort. Les trois formes de la peste, septicémique, bubonique et pneumonique, sont notoirement mortelles, avec des taux de mortalité non traités atteignant jusqu'à 93%. Ces victimes anciennes avaient peu de chances de survivre. Les maladies infectieuses n'étaient pas rares pour les humains du néolithique, confrontés à de nombreux pathogènes mortels. Pourtant, le nombre de victimes de la peste était stupéfiant. En Scandinavie, les chercheurs ont analysé plus de 100 squelettes, constatant que 17% étaient positifs à Yersinia pestis. Plus troublant encore, la découverte d'une sépulture familiale contenant 38 individus étroitement apparentés, dont 12, environ 32%, avaient succombé à la peste. Beaucoup de ces victimes souffraient de la forme pneumonique, la plus rare mais la plus mortelle, capable de se propager directement d'une personne à l'autre par des gouttelettes infectées et de tuer en quelques jours. Ce taux d'infection reflète les estimations basses du bilan de la peste noire, soulignant la gravité de l'épidémie. La période de ces décès, entre 3450 et 3000 avant Jésus-Christ, coïncidait avec le déclin néolithique, une période énigmatique où les populations eurasiennes ont chuté jusqu'à 50%. Cet effondrement a effacé près d'un millénaire de croissance démographique soutenue par l'essor de l'agriculture. L'émergence de grandes méga-agglomérations comme Maïdanetske, en Ukraine, qui abritait des dizaines de milliers de personnes dans des complexes tentaculaires de milliers de bâtiments, a créé des conditions idéales pour une pandémie. Ces communautés densément peuplées, avec un sanissement minimal, étaient des foyers pour les pathogènes. Les réserves de céréales, essentielles pour nourrir ces populations, attiraient les rongeurs et leurs puces, réservoirs naturels de Yersinia pestis. Le résultat était une recette pour une catastrophe. De nombreuses agglomérations ont connu une fin abrupte pendant le déclin, certaines abandonnées, d'autres délibérément incendiées, un acte souvent associé à des efforts pour contenir des épidémies mortelles. Le site de sépulture familiale a fourni d'autres indices, révélant que la peste a persisté pendant 120 ans, affectant 6 générations en 3 vagues distinctes. Les 2 premières vagues étaient moins sévères, mais la troisième a provoqué une dévastation sans précédent, probablement à l'origine de l'effondrement de ces premiers centres urbains. La prédominance de la peste pneumonique dans cette épidémie, aux côtés de possibles cas septicémiques et buboniques, suggère une épidémie multifacette. Cependant, la bactérie ancienne n'avait peut-être pas encore développé la capacité de survivre dans les puces, laissant les chercheurs perplexes quant à son principal mode de transmission. Le déclin néolithique a laissé une marque indélébile sur l'Eurasie. Les structures mégalithiques, autrefois témoignage de l'ambition humaine, ont cessé d'être construites alors que les populations s'amenuisaient. Le tissu social s'est désagrégé, donnant lieu à une montée de la violence. Les preuves archéologiques de cette période incluent des fosses communes remplies de civils, de guerriers et, dans un cas bouleversant, d'une famille entière assassinée. Cette violence n'était pas unique au néolithique, mais elle a surgi pendant les crises sanitaires, un schéma observé dans les pandémies ultérieures comme la peste noire et même à l'époque moderne.
Les estimations suggèrent que la peste néolithique pourrait avoir coûté la vie à jusqu'à 5 millions de personnes, un bilan proportionnellement plus mortel que la grippe espagnole de 1918 ou la pandémie de sida. Pourtant, dans une lueur d'espoir sombre, cette souche ancienne de Y. pestis était moins infectieuse que celle de la peste noire, épargnant à l'humanité un sort encore pire. L'effondrement sociétal était stupéfiant. Dans certaines régions, les niveaux de population n'ont pas retrouvé leur sommet d'avant le déclin pendant plus de 3000 ans. La disparition des mégalithes et des agglomérations signalait une stagnation culturelle et technologique alors que les communautés luttaient pour se reconstruire. La vie à cette époque était sans doute cauchemardesque, aggravée par des facteurs au-delà de la maladie qui rendaient le néolithique impitoyable. Pour démêler le rôle de la peste, les chercheurs ont élargi leurs recherches, examinant des sites funéraires jusque-là non testés. Leurs découvertes ont confirmé la présence généralisée de l'épidémie. En Scandinavie, le taux d'infection de 17% était constant sur plusieurs sites, tandis que le taux de 32% de la sépulture familiale soulignait une dévastation localisée. Cependant, toutes les régions n'ont pas souffert de la même manière. En Allemagne, l'analyse de plus de 120 squelettes a révélé un taux d'infection plus bas, allant de 1,5% à 5%. Bien que significatif, cela suggère des variations régionales dans l'impact de la peste, certaines zones étant ravagées et d'autres moins touchées. La sépulture familiale a fourni des informations cruciales sur la longévité de la peste. S'étendant sur 6 générations, elle montrait que tous les membres n'étaient pas infectés simultanément. Certaines générations avaient été largement épargnées, tandis que d'autres avaient subi le gros de la maladie. Ce schéma a conduit les chercheurs à formuler l'hypothèse de 3 vagues d'infection, la troisième étant la plus létale. La présence de la peste pneumonique, aux côtés de possibles cas septicémiques et buboniques, indique une épidémie complexe qui a peut-être submergé les communautés néolithiques. Bien que la peste soit un suspect convaincant, tous les chercheurs ne s'accordent pas à dire qu'elle était la seule responsable du déclin néolithique. Les taux d'infection plus bas en Allemagne suggèrent que la peste seule ne peut expliquer la chute drastique de la population. Certains proposent une combinaison de facteurs, y compris des stress environnementaux et sociaux. À cette époque, les températures mondiales ont baissé, perturbant potentiellement l'agriculture et entraînant des échecs de récolte et des famines. L'agriculture, qui avait alimenté la croissance démographique, a pu vaciller dans ces conditions, exacerbant la crise. Une autre théorie intrigante, appelée hypothèse de la peur, pointe du doigt une violence généralisée comme facteur clé. Le néolithique n'est pas étranger au conflit, avec des preuves de guerre si brutales qu'elles pourraient avoir laissé des traces génétiques dans les populations modernes. Cette hypothèse suggère que la guerre incessante a poussé les gens dans des méga-agglomérations à la recherche de sécurité, entraînant une surpopulation. La surpopulation, à son tour, a réduit les taux de fécondité et augmenté la mortalité, contribuant à l'effondrement démographique. Le véritable stress psychologique de vivre dans une peur constante a pu déstabiliser davantage les communautés, créant un cercle vicieux de déclin. La véritable cause du déclin néolithique réside probablement dans une convergence de ces facteurs, une peste mortelle, des défis environnementaux et des bouleversements sociétaux. Le rôle de la peste est indéniable, avec sa présence généralisée et ses taux de mortalité élevés, laissant une traînée de dévastation. Pourtant, les changements climatiques et la violence ont probablement amplifié la crise, créant une tempête parfaite qui a brisé la société néolithique. L'interaction de ces éléments dresse un tableau complexe d'une civilisation poussée à la limite. Le déclin néolithique fut un chapitre sombre de l'histoire humaine, marqué par la perte, la souffrance et le bouleversement. Pourtant, il met également en lumière la résilience de l'humanité. Malgré la catastrophe, les survivants se sont adaptés, posant les bases pour les sociétés futures. La récupération, bien que lente, a finalement donné naissance à de nouvelles cultures et innovations. Cette lutte ancienne nous rappelle notre capacité à endurer même les défis les plus redoutables. L'histoire de la peste néolithique continue de se dévoiler à mesure que les chercheurs découvrent de nouvelles preuves et affinent leurs théories.
Ce qui reste clair, c'est que cette période fut un creuset pour l'humanité précoce, testant ses limites et façonnant son avenir. En explorant plus profondément ce mystère ancien, nous gagnons non seulement des idées sur notre passé, mais aussi une appréciation plus profonde de la fragilité et de la force de la civilisation humaine.